Lorsque les rivières se tarissent, lorsque la végétation ne peut plus subsister sur des étendues brûlantes et stériles, lorsque la perspective d'un désastre écologique est inéluctable, ils interviennent pour sauver le monde. Ils, ce sont les loups, les lapins et les castors. Vous vous apprêtez à découvrir des récits où des animaux ont sauvé des écosystèmes à travers le monde. Commençons par les lapins. Voici d'abord une mise en garde. Aucune source fiable ne confirme formellement la véracité de cette première histoire, bien qu'elle paraisse globalement crédible. Libre à vous d'y adhérer ou non. Bienvenue dans le désert de la bannière de Dalat en Chine. Oui, il s'agit bien d'un désert. Alors pourquoi cet aspect d'oasis verdoyante? Il y a seulement quelques décennies, la région n'était qu'une immense étendue sableuse et désolée. Rien n'y poussait, rien n'y vivait. Ce territoire colossal ne produisait rien et ne soutenait aucune forme de vie, ce qui en faisait un espace aussi vaste qu'inutile. Des spécialistes ont donc entrepris de trouver un moyen d'y réintroduire la vie. Ils envisagèrent diverses approches classiques: plantation d'arbres, irrigation artificielle, programme de reverdissage à grande échelle. Pourtant, toutes ces pistes semblaient soit inefficaces, soit trop coûteuses, soit vouées à l'échec. Puis, en 1988, un scientifique chinois formula une idée audacieuse: introduire des lapins dans le désert. Cette proposition éveilla la curiosité et suscita l'intérêt. Peu après, une colonie de lapins Rex, une race originaire de France, fut implantée dans la bannière de Dalat. Ces petits rongeurs s'adaptèrent étonnamment bien aux conditions arides et brûlantes et commencèrent à s'établir durablement. Dans cet environnement hostile, chacun se mit à creuser le sol pour y chercher racines et herbes sèches. À grande échelle, cette activité permit d'aérer la terre, c'est-à-dire de l'enrichir en oxygène, élément indispensable à la croissance végétale. Par ailleurs, leurs grosses commissions, pour le dire avec retenue, apportèrent nutriments et graines non digérées. L'ensemble de ces processus contribua à revitaliser progressivement le désert, jusqu'à le transformer peu à peu en une vallée verdoyante. Mais comment un tel phénomène fut-il possible, alors que la population initiale de lapins était si réduite face à l'immensité du désert? La réponse tient à leur capacité de reproduction hors du commun. Un seul individu peut engendrer environ 40 descendants par an, une efficacité redoutable. Avec le temps, leur nombre dépassa le million. De surcroît, l'absence de prédateurs favorisa leur expansion. Ils se multiplièrent, ameublirent le sol et poursuivirent simplement leur rôle naturel. Les chercheurs furent stupéfaits. Les résultats surpassaient toutes les attentes, avec un taux de survie des plantes atteignant 96%. Les agriculteurs du monde entier prirent de conscience de l'influence des lapins sur l'environnement et leur élevage devint rapidement une activité lucrative. Ces animaux furent bientôt très recherchés, permettant à de nombreux exploitants de générer des revenus atteignant plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le niveau économique de la région s'éleva, entraînant une amélioration notable des conditions de vie locales. Le sol désertique gagna en fertilité, au point de permettre la culture de pommes de terre. La production annuelle dépassa alors le millier de tonnes, favorisant à la fois les revenus et la création d'emplois. Ainsi, de simples lapins restaurèrent la terre, verdirent un désert et stimulèrent l'économie régionale. Il convient toutefois de considérer ce récit avec prudence. Aucune source fiable ne permet à ce jour de confirmer la réalité de cette initiative impliquant des lapins en 1988. En revanche, les deux exemples suivants reposent sur des faits établis. Le prochain animal à l'œuvre est le castor. Quittons la Chine pour les États-Unis, plus précisément l'Utah. Dans cette région, la hausse des températures a entraîné l'assèchement progressif des rivières, plaçant l'écosystème dans une situation critique. Ces cours d'eau y sont essentiels, car ils conditionnent la vie animale
l'agriculture, le tourisme ainsi que l'accès à l'eau potable. Une grave sécheresse finit par tarir de nombreux cours d'eau. Les populations de poissons en furent affectées, entraînant à leur tour des difficultés pour les espèces qui en dépendaient. Le manque d'humidité augmenta également le risque d'incendie de forêt. Les problèmes s'enchaînèrent sans qu'aucune solution évidente ne s'impose. C'est alors qu'en 2019, des chercheurs de l'Université d'État de l'Utah avancèrent une idée singulière: transférer des castors vers la rivière Price. Mais comment ces animaux, connus pour ronger le bois, pourraient-ils remédier à une telle crise? Les castors construisent des barrages qui, le long des rivières, donnent naissance à des étangs et des zones humides. En pleine sécheresse, l'eau ainsi concentrée persiste plus longtemps, contrairement à celle dispersée sur de longs lits fluviaux qui s'évaporent rapidement sous un soleil intense. Ces retenues offrent un refuge aux poissons et à d'autres espèces durant ces périodes critiques. Lorsque les pluies reviennent, les rivières se régénèrent. Les barrages favorisent ainsi la survie des populations aquatiques, limitent les risques d'incendie et améliorent la disponibilité des nutriments. Les animaux dépendants des poissons évitent la famine et l'ensemble de l'écosystème résiste mieux aux sécheresses. Cette méthode présente toutefois une limite. Tous les castors ne parviennent pas à s'adapter à un nouvel environnement. Dans le cas de la rivière Price, certains individus n'ont pas survécu. Quelques-uns ont été victimes de prédateurs, tandis que d'autres n'ont pas supporté les conditions climatiques. Néanmoins, la majorité a rempli sa fonction. Aujourd'hui, le niveau de l'eau est remonté, les poissons abondent et les locaux se réjouissent de voir la région attirer des visiteurs. On y vient pour se détendre sur les rives, nager, faire du kayak ou pêcher. Cette prospérité doit beaucoup à l'action des castors. Dirigeons-nous à présent vers le célèbre parc national de Yellowstone, l'une des plus vastes réserves naturelles au monde. Au cours du siècle dernier, une seule espèce a failli déséquilibrer l'ensemble de son écosystème. Face à ce type de récit, on imagine souvent des invasions de criquets ou des moustiques vecteurs de maladies. Pourtant, il n'est pas toujours nécessaire d'incriminer de petites espèces prolifiques. Un grand animal, tel que le wapiti, peut également en être la cause. À une certaine période, la population de wapitis à Yellowstone augmenta fortement. Ils se mirent alors à consommer d'importantes quantités de saules, de trembles, de peupliers et d'autres essences. Leur appétit semblait insatiable et, à mesure que leur nombre croissait, ils dénudèrent progressivement les forêts. En broutant les feuilles, en abîmant les troncs et en brisant les branches, ils détruisirent les abris naturels dont dépendaient les oiseaux. Privés de ces arbres, de nombreuses espèces ne purent plus survivre à l'hiver. Le déclin des oiseaux entraîna celui des prédateurs qui s'en nourrissaient. Par ailleurs, les oiseaux jouant un rôle clé dans la régulation des insectes, ces derniers durent proliférer. Pourtant, ce n'était pas encore le problème le plus grave. Les wapitis influencèrent également la température de l'eau dans la région. Avec la disparition des arbres, les castors perdirent leur principale ressource hivernale, les saules, et cessèrent de construire des barrages. Or, ceux-ci, combinés à la végétation, apportaient une ombre qui maintenait l'eau fraîche. Privés de cette protection, les rivières de Yellowstone commencèrent à chauffer. Les poissons à sang froid en pâtirent, et leur raréfaction provoqua la famine pour de nombreux animaux. Ainsi, toute une chaîne écologique, longue et complexe, s'était rompue sous l'effet des wapitis. Il fallait faire quelque chose. Mais quoi? Éliminer ces animaux n'était pas une solution. Cela n'aurait offert qu'un répit temporaire, d'autant qu'ils ne faisaient que suivre leurs instincts. Les savants se tournèrent alors vers une option radicalement différente. Les loups. Oui, les loups. Au début de l'année 1995, 8 loups furent réintroduits à Yellowstone. Dès 1996, leur effectif atteignait déjà 31 individus. En 2002, 30 couples étaient répartis dans différentes zones du parc. Et en l'espace d'une décennie à peine, Yellowstone commença à se transformer.
La présence des loups contraignit les wapitis à rester en mouvement et en alerte permanente. Leur population diminua et leur comportement évolua. Ils ne pouvaient plus s'attarder suffisamment longtemps au même endroit pour ravager des bosquets entiers. La végétation se rétablit peu à peu. Les saules et les trembles gagnèrent en vigueur. Les oiseaux revinrent et rebâtirent leurs nids. Les castors retrouvèrent assez de bois pour leurs barrages. Les rivières, de nouveau ombragées, se rafraîchirent. Peu à peu, l'équilibre se reconstitua. Les loups avaient à restaurer la forêt. Mais une question s'impose. Pourquoi était-il absent de Yellowstone? La réponse est l'homme. Au 19e siècle, lorsque Yellowstone fut proclamé parc national, les loups s'attaquaient fréquemment au bétail, et non sans raison. Les colons avaient installé des ranchs à proximité, introduisant en grand nombre des moutons et des bovins non indigènes. Parallèlement, ils chassaient les herbivores sauvages du parc, réduisant drastiquement les ressources alimentaires des loups. Contraints de survivre, ces derniers se tournèrent vers les bêtes domestiques. Ils furent alors perçus comme nuisibles. La réaction fut brutale. Durant des décennies, les chasseurs exterminèrent des meutes entières. Au milieu des années 1920, plus de 130 loups avaient disparu, et en 1926, la dernière meute fut éradiquée. Dans les années 1970, il ne subsistait plus aucune trace de leur présence à Yellowstone. C'est là que la prolifération des wapitis devint problématique. C'est pourquoi il est essentiel de considérer les animaux avec respect. Ils ne se bornent pas à coexister en mangeant, dormant ou chassant. Ils constituent des éléments fondamentaux du tissu vivant. Lorsqu'un seul maillon de ce système disparaît, c'est l'ensemble de l'équilibre qui peut vaciller. Une réalité qui mérite réflexion.